tous, bienvenue dans le Fighter Club Sunday, votre rendez-vous du dimanche soir où on revient en images sur tous les événements fight du week-end et de la semaine, des événements à venir. On voit tout, en fait, tout ce qui s'est passé dans les sports de combat cette semaine. La team est au complet, ce qui n'est pas peu rare en ce moment. Ça fait une semaine que c'est pas au complet, quoi. Ouais, parce qu'il y en a qui prennent des vacances inopinément, n'est-ce pas, Jalito? C'est des choses qui arrivent. Je suis content que tu m'aies accordé. Alors que tu étais dans le chat en plus. Ouais, bah. Ça, c'est incroyable. J'ai fait du télétravail. Ça va? Ça va et toi? Bah très bien. T'as bien dormi cette nuit? Pas du tout. Pas du tout, je n'ai pas encore dormi. D'accord, parfait. Sacha, tout va bien? Bonsoir Flora, quel plaisir. Bonsoir, plaisir partagé également. Ça va très bien et toi? Je suis bien, on est bien, de retour. Bah, très bien, bah parfait. À voir. On a un petit invité avec nous ce soir, je sais pas pourquoi je dis petit, c'est ultra condescendant. Le manque de respect. C'est ça, je crois, c'est pour ça. Il m'a appelé madame tout à l'heure, du coup je me suis dit bon bah ce sera le petit de la soirée. Arnaud Prigent, combattant Hexagone MMA, pote de Nicolas Leblond, tu vas nous parler de lui aussi un petit peu. Comment ça va Arnaud? Ça va très bien, merci. Comment ça se passe? Alors pour toi en ce moment, on va voir un petit peu pour ceux qui ne savent pas qui est Arnaud Prigent. On va regarder ta petite fiche, tu as 26 ans seulement, combattant chez Hexagone MMA. Tu es en 3-0 depuis tes débuts pro, 2-0 à l'Hexagone, 3 victoires sur finish. Tu combats chez les moins de 66 kilos. Tu es plutôt un combattant très spectaculaire. On va voir quelques fights que tu as fait, quelques finishes. Comment tu te décrirais toi en tant que combattant? Debout, je suis un combattant qui met la pression, qui avance, qui boxe en avançant. Je cherche à amener au sol, donc beaucoup de tentatives de takedown et une bonne condition physique. Sacha, si tu devais le décrire toi, Arnaud Prigent. C'est une des pépites les plus hyperactives, je pense, qu'on peut voir dans une cage, dans le sens où il a un très gros rythme. Très très bon lutteur, je pense que c'est aussi un de ses traits qui ressort beaucoup. Et ça ne fait que monter en puissance, gros parcours amateur en fait. Donc il y en a qui suivent le MMA amateur, qui connaissent depuis assez longtemps. Et ouais, comme tu l'as dit, toujours spectaculaire. Ouais. C'est vrai que moi je pense que dans les combattants, les jeunes combattants français, c'est l'un de ceux qui brille le plus de par sa lutte, ce qui est très efficace dans ce domaine. Et alors quand est-ce qu'on va te revoir chez Hexagone MMA? Parce qu'on diffuse, on vous le rappelle, sur RMC Sport. Donc quand est-ce qu'on va te revoir? On me revoit en février à Lille, je crois que c'est le 6 février, c'est ça. Donc le contrat est signé, on a déjà l'adversaire. Ça va, t'es content? Je suis content, j'ai eu l'opposition que j'ai demandé, donc C'est vrai? plus qu'à montrer que. Tu demandes et tu as, c'est pas incroyable ça quand même? Ça se passe vraiment comme ça tout le temps avec Hexagone? Tu peux demander ce que tu veux et tu l'as? Ah non, moi j'ai demandé un mieux classé que moi. D'accord. C'est pas ce que j'ai eu, mais j'ai eu un bon adversaire. Ok, donc t'es content. Et ça va là, t'es déjà dans la prépa ou pas? Bah oui, je me prépare déjà depuis un mois. Et là, désolé, j'ai la voix cassée. T'as crié sur Nico Leblond ou quoi? C'est ça, quoi? c'est ça. Ok, Et donc je me prépare toute l'année. ouais. Toute l'année. Peu importe les fêtes de Noël, toi tu t'en fous, tu continues de faire attention à ce que tu manges. Bah, je vais manger bien comme il faut, mais, je vais arriver au poids. C'est l'objectif principal. Allez, je vous donne le programme qui vous attend ce soir dans le Fighter Club Sunday. Il devait marquer les esprits pour se rapprocher du top 15 et c'est chose faite. Mission accomplie pour Fares Ziam, vainqueur de Nazim Sadikov la nuit dernière. TKO à la toute fin du deuxième round. Lui qui vise déjà un prochain adversaire dans le top 10 chez les moins de 70 kilos. Tremblement de terre hier lors de l'UFC 323. 2 champions incontestés sont tombés après 14 victoires de rang et 3 défenses de titre. Merab Dvalishvili est tombé face à Petr Yan. Même chose pour Alexandre Pantoja qui perd sa ceinture après une blessure à l'épaule. Joshua Van est le nouveau champion. Lui espère bientôt faire son entrée à l'UFC et en attendant il cartonne au Cage Warrior. Nicolas Leblond est le nouveau champion des moins de 57 kilos. Sur le point de perdre, il a tout renversé dans le dernier round à 1 minute de la fin pour décrocher sa première ceinture. Et on en parlera évidemment avec toi tout à l'heure, Arnaud, qui connaît parfaitement Nicolas, qui était à la même place que toi. Non, t'as inversé, tu changes de place. Ouais. Qui était là en tout cas le week-end dernier avec nous dans le Fighter Club Sunday. Tu vois, on porte chance. Donc a priori, prochain combat pour toi, ça devrait aller. Tu vois, on est plutôt sympa. Avant de revenir sur l'UFC 323 qui était la nuit dernière, le dernier numéroté de l'année, Dana White, il était d'humeur à faire plein d'annonces cette semaine. Dana White, il nous a réservé plein de petites surprises. Et celle-là, on s'y attendait pas forcément. En tout cas, on s'attendait pas forcément à ce qu'elle tombe à ce moment-là. Et elle nous concerne tout particulièrement parce qu'il s'agit de Benoît Saint-Denis qui est déjà de retour. Gros combat annoncé face à Dan Hooker en co-main event. Ça aussi, c'est l'info de l'UFC 325 à Sydney le 31 janvier prochain. Combat qu'on avait modestement annoncé ici même dans le Fighter Club Sunday. Ça fait 2 semaines qu'on en parle, Voilà. qu'on milite pour ce combat. Et voilà. Alors, BSD C'est logique. Ouais.
Non, mais moi, j'ai plus envie de parler des succès maintenant, c'est banal. Non, ça fait plaisir quand même, c'est une très très grosse annonce. Très grosse annonce, BSD qui enchaîne quand même en ce moment globalement, on est sur un fight tous les 2 mois. Il y avait eu le fight en septembre face à Rufi à Paris, il y avait eu ensuite la victoire face à Dariush, c'était là le mois dernier. Et donc, à nouveau au mois de janvier, quand on avait parlé de ce fight potentiel face à Dan Hooker, on avait évoqué un très très gros fight. Ça va taper très fort là pour le coup. Voilà, là, vraiment, je pense que c'est le summum de la violence dans la cage qu'on va avoir. Je pense qu'ils ne vont pas aller pour chercher la décision. Je pense même pas qu'ils vont aller pour chercher un deuxième round. Et je pense qu'on va se régaler. Hein. Ouais. Et le chemin est tout tracé pour la BMF, du coup, après. Voilà, donc on réannonce des choses qui vont se passer dans le futur. On sort les boules de cristal, etc. Non, vraiment, franchement, je pense que c'est un bon match-up. C'est le moment parfait pour Benoît de prendre un gros nom comme Dan Hooker. Il vient de combattre pour, entre guillemets, la place de premier contender pour la ceinture. Ça en dit long quand même, c'est pas rien d'offrir cet adversaire-là à Benoît Saint-Denis. Dan Hooker, qui on va le voir tout à l'heure, a été battu par Arman Tsarukyan le mois dernier aussi. Donc forcément, ça veut dire quelque chose de la part de l'UFC que donner cet adversaire-là à BSD. Ah oui, énormément. Et puis même la place du combat. Dan Hooker, co-main event quand même d'un UFC numéroté, Benoît Saint-Denis. C'est ça. Arman Tsarukyan contre Dan Hooker, si Hooker l'emportait, il partait directement pour la ceinture ou pas très très loin de la ceinture, il n'y a aucun doute là-dessus. Le fait que son adversaire juste après soit Benoît Saint-Denis, c'est vraiment une grosse passerelle entre guillemets que fait l'UFC. Et le fait d'être co-main event, et on le rappelle sur les 2 premières cartes numérotées de l'année qui sont chez un nouveau diffuseur dans la plupart des pays dans le monde, ça veut dire que tu es un des combattants qui représente bien l'organisation et que tu as envie d'exposer à ce nouveau public. Ouais. Donc tu remplis toutes les cases finalement de ce qu'on a envie de voir chez un combattant UFC. Et je rejoins Jalito, je pense que c'est un profil en termes de guerre qui est parfait. C'est un profil dont le manager de Benoît Saint-Denis, Guillaume Pelletier, parle depuis vraiment de très très longues années. C'est vraiment un nom qu'il a dans la ligne de mire, dans la construction de carrière de BSD depuis les tout débuts, je pense. Est-ce que c'est un fight qui te plaît, ça, sur le papier, Arnaud ? Ouais, c'est un combat qui me plaît. En plus, Dan Hooker, il a combattu tout le monde. Donc il a perdu contre les plus grands de la catégorie. C'est-à-dire que si Benoît le bat, il peut réaffronter ces noms-là. C'est ça, parce que quand on regarde le classement de ces moins de 70, qu'on a beaucoup vu ces dernières semaines, parce qu'il y a eu beaucoup de fights dans cette caté, donc BSD est 8e, Dan Hooker c'est le 6e. On voit clairement que finalement Dan Hooker c'est aussi un petit peu la dernière porte d'entrée avant ce top 5 si précieux aussi dans les moins de 70. Là clairement s'il le bat, il va rentrer aussi à être aux portes de ce top 5 et derrière il peut aller chercher de plus en plus haut. C'est exactement ça. Déjà sportivement c'est intéressant et même au-delà de ça, Dan Hooker c'est une personnalité, c'est un combattant connu des gens qui connaissent l'UFC. Donc ça va faire qu'augmenter la visibilité et la notoriété de Benoît Saint-Denis qui est, à chaque fois qu'il va au Madison Square Garden, il fait une masterclass. Donc les Américains commencent à l'adopter. Que ça aille en Australie, en co-main event, qui tape Dan Hooker. Là-bas, ça va encore plus lui rajouter de la hype. Et franchement, c'est le combat parfait pour lui. On avait dit le combat face à Dariush que c'était déjà un level un petit peu au-dessus pour Benoît Saint-Denis par rapport aux autres adversaires qu'il avait eu jusque-là. Hooker, on a encore un niveau supplémentaire pour BSD malgré sa victoire face à Tsarukyan. C'est assez similaire, je pense, en termes de niveau. C'est juste que le style de Hooker, il est vraiment différent du reste. C'est le bagarreur des 70 kilos, un peu avec Dustin Poirier depuis, j'ai presque envie de dire depuis 10 piges. Je vais exagérer. Non, c'est pas faux. On est clairement dans cette temporalité-là. Et ça poursuit un petit peu l'élan qui est en train de se produire dans ces catégories des moins de 70 kilos. C'est que j'ai l'impression qu'on est en train de faire place à la jeunesse. Et BSD fait partie de la jeunesse de cette catégorie. Et qu'on est en train justement de faire tranquillement basculer ce top 5 qui était un petit peu vieillissant et qui va peut-être glisser vers le bas pour faire monter les jeunes combattants très très chauds. Hooker, c'est vraiment c'est combat bonus en fait. Ça va être une grosse guerre, ça va rester debout. Les fans vont apprécier, ce sera chez Hooker entre guillemets, parce que l'Australie c'est pas loin de la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment un combat qui est parfait pour les fans et parfait pour monter dans la carrière. Et il y a un nouveau diffuseur aux États-Unis, donc là ils cherchent vraiment encore à agrandir leur fanbase. C'est des gens qui sont abonnés à la base pour le cinéma, les séries, là ils vont avoir de l'action en plus, donc faire des combats comme ça avec des action fighters comme Dan Hooker et BSD, c'est vraiment c'est le game plan de l'UFC en fait. On veut que des combats qui sont intéressants. Du moins là sur la prochaine année, je pense que ça va être ça. Sur le papier en tout cas, ouais. Tous les matchmaking qui vont être faits, ça va être vraiment spectacle. Et
Alors, au-delà de l'excitation avec l'annonce quand ça tombe, est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet malgré tout pour Benoît Saint-Denis avec cet enchaînement de fights? Alors, on sait qu'il a l'habitude, qu'il le fait très souvent, voilà, mais on sait qu'il voulait prendre aussi son temps et choisir sa construction de carrière, ne plus faire des erreurs qu'il avait fait par le passé. Combattre tous les 2 mois, Arnaud, toi, c'est un truc qui te pose pas de problème? Même si les combats se passent bien, ça peut poser problème au niveau du régime. Ouais, et, c'est ça. Il y a toute la des prépa. entraînements répétés. Mais je pense que, comme tu viens de le dire, Benoît, il a appris de ses erreurs, il a un nouvel encadrement. Donc Ouais. je pense que s'ils le font, c'est qu'il se sent bien. C'est réfléchi. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'après celui-là, il pourra potentiellement prendre une pause qui serait méritée, mais genre une pause de 6 mois, pas plus. Parce que là, Parce que je t'enchaînes pense quand même 3 fights en 6 mois, quoi. Oui, mais c'est des fights où il prend pas de dégâts. Ce qui on va dire, qui peut peser sur lui, c'est les cuttings et la réhydratation. Ouais. Mais je pense que s'il le fait, c'est que c'est bien géré. Je pense que s'ils ont dit oui, c'est que c'est bien géré. Puis, parce que C'est sinon, pas, il accepte. dire oui parce que c'est une opportunité que tu ne peux pas rater. Il y a ce risque-là. Non, il n'y a pas ça, parce que je pense aussi qu'il y a un truc où BSD et son équipe ils se disent que c'est peut-être le combat qui est le plus prenable aussi pour Benoît. Bien sûr. C'est-à-dire que sportivement, c'est intéressant, et au niveau du matchmaking, il peut aller et soit aller chercher un finish par soumission, soit en ground and pound, et ça peut se terminer très vite, et après, on peut se reposer. On parlait justement tout à l'heure d'Arman Saroukian qui avait battu donc Dan Hooker le mois dernier. Entre-temps, Dana White a quand même annoncé le combat pour le titre intérimaire, donc chez ses moins de 70 kilos, après que Topuria a annoncé qu'il se retirait pour régler des problèmes personnels. Combat donc entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett, on en a parlé. Arman Saroukian, pourtant, on le rappelle, qu'est challenger numéro 1, on l'a vu sur le classement, et donc encore une fois oublié, et a priori, à en croire Dana White, il n'aura pas une nouvelle chance de sitôt. I wouldn't say that he's the odd man out. You know, he had an opportunity, and you guys know how that played out. And he's gonna have to work his way back. I don't give a shit what the number says. He's gonna have to work his way back. There's just too much goes into this for those type of things to happen. You know, we had a little. We were talking back in my room tonight, and we were talking about all the crazy shit that's happened over the last 20-something years. But you can't do that. You can't get the opportunity and then you can't end that way. So he's got to work his way back. Il est quand même sacrément rancunier, Dana White. Ça dure depuis un moment. Deux choses. Il déteste, il déteste que tu fasses pas le poids. Et il déteste que tu tues son main event. Ouais, c'est il a ça. préparé depuis des mois. C'est 2 choses. Tu peux tout te permettre. Tu peux avoir les opinions. T'as pas le droit à l'erreur quand même, parce Tu peux te permettre que. toutes les opinions politiques que tu veux, dire ce que tu Oui, veux, ça, insulter oui. qui tu veux. Mais si tu rates le poids pour un main event, il va te détester. Mais alors si tu rates vraiment le combat pour le main event, tu peux pas venir. Même si tu as une dispense du médecin, c'est mort. Puis c'était quoi, la veille, 2 jours avant? C'était vraiment Veille, au il a dernier dû prendre moment. Renato Moicano à un Ouais. jour de Il y avait short trop notice. de Quoi. trucs sur cette carte-là. C'était le retour de l'UFC à Los Angeles, c'était la nouvelle salle des Clippers. Enfin, Il avait misé sur ce fight-là et du coup, ça l'a un peu. c'est ça. Et puis en plus, d'habitude, début d'année, t'as pas forcément le numéroté qui fait saliver tout le monde. Là, ils se sont dit, bon, allez, on va le faire cette année. Ils ont fait. Bon, non, du coup, ça reste toujours un mauvais plan. En fait, on joue pas avec l'argent de tonton Dana. Hein. Lui, il a le droit de le jouer parce qu'il est endetté. Ouais, Il c'est tape ça. le jeu avec des millions de Et dollars. les autres, Et en fait, c'est lui qui décide. Ce côté hyper puissant, c'est très important. Ça fait partie du modèle de l'UFC aussi. Et il a besoin de cultiver ça, Dana. Ça, c'est sûr. Il a fait pas mal d'annonces cette semaine, Dana White. Il a aussi annoncé le prochain combat pour la ceinture BMF, qu'on avait vu aussi venir dans le Fighter Club Sunday, entre Max Holloway et Charles Oliveira. Ce sera lors de l'UFC 326, le 7 mars à Las Vegas. Bon, en même temps, ça, c'était le combat que tout le monde voulait voir quasi pour la BMF. Eux le voulaient, nous on le voulait, tout le monde le voulait. Ils nous ont donné ce qu'on voulait, quoi. Et puis ça fait sens, en vrai. Même sportivement, au niveau du classement dans la KT, c'est une revanche, il y a un historique, c'est 2 légendes. Franchement, C'est ça. Ouais, on va et rappeler. puis quelle aura, regardez-moi ça. C'est beau, hein. Ne sont-ils pas grandioses? Sachant que ça, c'était une surprise mise en place Ouais. par l'UFC. C'était communiqué de nulle part. Ouais. Ils les ont fait venir, en fait, discrètement
à la pré-conférence de presse saisonnale de l'UFC 2026 et ils en ont profité. Ça a leaké un petit peu avant, on va être honnête, mais ça a été une grosse surprise à Vegas de voir justement Holloway se pointer avec Charles Oliveira. Et l'historique dont parle Jaito, c'est qu'ils se sont affrontés il y a 11 ans. En C'est 2015. une défaite ultra frustrante pour Oliveira parce qu'il se blesse en fait. Donc ouais, le storytelling, je trouve qu'il est parfait avec cette ceinture. On a vraiment les deux mecs qui sont là pour faire les combats à gros enjeux, gros oseilles dans cette catégorie des moins de 70. C'est logique fight partout. Ouais. Logique partout sur l'histoire. Ils ont Ouais. déjà combattu avant. Sportivement, ils ont tous les deux perdu face aux champions. Et c'est des stars. Ouais, c'est ça. ça C'est fait des sens. méga stars de l'UFC plus largement. J'allais parler juste de la KT, mais en fait, on est au-dessus. C'est des stars de l'UFC aujourd'hui. C'est deux mecs qui, Ouais. je pense, n'ont pas de haters. C'est rare quand même peux à pas l'UFC avoir de de ne haters. pas diviser. Je pense que ces deux-là sont unanimement adorés par tous les gars qui les ont déjà vus combattre à l'UFC parce qu'ils font le show dans la cage, parce que ça a l'air d'être des mecs sympas qui sont beaucoup impliqués pour les autres aussi, que ce soit Holloway avec Hawaii qui avait eu des incendies, etc., ou pour la pauvreté, et Oliveira, on le sait, qui donne énormément aussi dans les favelas dont il vient. Donc c'est vraiment c'est les bons mecs en fait de l'UFC, quoi. C'est ceux qu'on adore voir tout le temps. Alors, on les adore, mais du coup, cette annonce quand même sur l'UFC au mois de mars veut dire que ce numéroté du mois de mars, ce ne sera pas Thomas Spinal non plus face à Cyril Gane. On repousse encore a priori jusqu'au mois d'avril, potentiellement. En même temps, je pense qu'on va parler de ça toutes les semaines, à se dire quand est-ce qu'on va avoir ce À chaque fois, il nous sortira une vidéo avec des Il va nous des annoncer à dispenses. chaque fois. Ouais. Moi, j'en peux plus. C'est triste. T'as même plus envie trop de parler de Thomas Spinal. Ouais. T'as juste envie qu'il se passe quelque chose dans cette catégorie. Ah. Ouais, parce que tu vois, j'ai l'impression que du coup, Mais du coup, il peut se passer le un truc. soufflet va retomber Ah un bah petit oui, moi peu je le aussi, vois. Je pense qu'on a la même idée. On a la même idée. Ouais, voilà, on Voilà. a la même idée. C'est qu'il y a quand même une chance qu'Aspinal soit vraiment indisponible longtemps. On Ouais. voit que l'UFC a envie de mettre des ceintures intérimaires. On pourrait très bien faire une ceinture intérimaire entre Cyril Gane et s'il gagne sur les premières cartes de l'année, Waldo Cortez Acosta. Qui... Ouais, il a été annoncé contre Derek Lewis. Ouais. Ouais. Ouais, Voilà. Donc du coup, je Grimpe pense quand que même, Lewis. mais si Lewis gagne aussi, vu que c'est le recordman des KO, que c'est une grosse personnalité, peut-être ça, ils peuvent le remettre contre Cyril Gane Et pour. ce serait ultra drôle parce que ce serait le ce rematch serait donc- de la ouais. ceinture Sur intérimaire, intérimaire mais genre exactement, Oui, c'est mais ça. des années après. Quoi. Ouais. Tout est possible, tout est possible, tout est possible. Ce sera Il y a pas un tout de nouveau suite. diffuseur, je répète encore une fois, il y a un nouveau diffuseur, ils cherchent un nouveau marché, ils veulent vraiment que des combats avec de l'action, ils veulent vraiment que l'UFC devienne le sport le plus populaire aux États-Unis. Donc ils vont essayer de nous mettre que vont des tout affiches faire pour. régales. Bon, allez, on en vient à l'UFC 323, raison pour laquelle des hommes ici présents n'ont pas dormi cette nuit. C'était à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Alors, avant de parler des deux main events, honneur quand même à notre Français qui était sur cette carte, qui ouvrait avec le premier combat de la carte préliminaire. C'est Fares Ziam qui était de retour dans la cage. Après, on vous le rappelle, son forfait pour l'UFC Paris pour des raisons personnelles en septembre dernier. Et quel retour! Opposé au dangereux Nazim Sadikov, le Français a mis tout le monde d'accord à la toute fin du deuxième round. Il a un capital santé intact, c'est-à-dire que c'est un combattant qui prend très peu de coups. Je le disais, hein, 1,62 coups significatifs par minute, c'est tout ce qu'il prend. Et le meilleur dans cette stat à l'UFC, dans sa catégorie, c'est Islam Makhachev, le champion de la catégorie, enfin l'ancien champion de la catégorie. Ouais, super le coup. Oh, deux. Ouais, il a mis KO sur ses coups de coude, c'est bon. Je pense qu'on peut arrêter, il reste 2 secondes. Allez, Fares fini. Waouh. Sauvé par le gong. Ah, c'est fini. Non, mais c'est fini, c'est out, c'est terminé, monsieur Sadikov. Magnifique. 2 fois qu'il gagne sur une rupture de contact. Ouais, la dernière fois c'était sur coup de genou, là c'est sur coup de coude. Et c'est incroyable hein, parce que les 2 coups de coude ont touché. Hein. Oh là 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 Le là. premier l'a ébranlé, le deuxième l'a éteint. Ah mais quel chaos, quel chaos. Quel Je chaos. pense que si tu te prends le même coude, t'as pas la même réaction, je pense que tu dors. Ça devient une signature quand même de Ouais. Fares Ziam de terminer ses combats proches de la cage comme ça, dans des situations où on était vraiment au corps à corps. Il sert magnifiquement de son avant. J'ai l'impression qu'il met un coup de batte de baseball, hein, très clairement, avec ses coudes. L'amplitude du coude, C'est elle est incroyable. On dirait qu'il avait un truc à jeter. Beaucoup de haine, tu Oui, vois. oui, Il avait oui. envie d'être. Il avait vraiment envie de rentrer chez lui. Ouais, en ouais. mode, c'est bon, je vais aller m'occuper de mes abeilles. Non, mais Non, De mon magnifique. Ouais, exactement. Mais c'est magnifique. ça, mais magnifique. il envoie tellement un message. Ça me rappelle Breaking Bad, la série, où tu sais, le gars, il explique à sa femme, il fait non, mais c'est moi le danger en fait, c'est pas les autres. C'est vrai. C'est globalement ce qu'il a dit au micro de RMC Sport. On l'entendra tout à l'heure. Un TKO qui lui permet aussi
aussi d'enchaîner une 6e victoire de rang à l'UFC. Et ça aussi, c'est fort parce que quand on regarde dans cette caté des moins de 70, du coup, il devient la 2e meilleure série derrière un certain Paddy Pimblett. Alors, il y en a un qui est des 5e mondial, l'autre qui n'est même pas encore dans le top 15. On ne va pas débattre maintenant Ça ne saurait tarder. là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr que il a encore une fois montré de quoi il était capable. On va revenir un petit peu sur sa progression aussi à Fares parce qu'il a vraiment progressé ces dernières années, mine de rien, à l'UFC en prenant son temps, en faisant des choix de carrière aussi construits. Mais c'est vrai qu'Arnaud, quand on regarde cette série aussi, ça veut dire quelque chose quand on enchaîne les victoires comme ça, et surtout quand on se retrouve à l'UFC. Bah, je pense déjà que 6 victoires sans être dans le top 15, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là. Après, Fares, il est arrivé à son premier combat à l'UFC, il s'est fait lutter. Et là, ça fait plusieurs performances qu'il fait en montrant qu'il est capable de lutter et de faire du sol et de mieux en mieux. Sa façon de bouger, même au sol quand il prend le triangle de corps, ses jambes, on dirait il les manie comme des bras. Donc c'est impressionnant. Bah, on l'avait plus vu Fares depuis dans la cage depuis le mois de février et sa victoire face à Mike Davis, une victoire sur décision à ce moment-là. Et on n'arrêtait pas de dire qu'il avait besoin justement de faire ce qu'on appelle des statements dans la cage, comme il avait pu le faire face à Matt Frevola, qu'il avait aussi besoin de montrer ce dont il était capable et d'aller au-delà de juste des décisions. On ne reste pas de revoir ce chaos évidemment. C'est chose faite quand même aujourd'hui. Sacha, il montre aussi que c'est pas qu'un homme de décision. Oui, très clairement. Après, c'est parce qu'il a tellement d'armes finalement dans ce qu'il sait faire que tu sais, quand à un moment donné, Gane n'arrivait pas forcément à terminer ses combats, on dit ouais, mais c'est vraiment un moment particulier. Tu vois, on sent que c'est un petit peu comme si tu avais une bride qu'il fallait faire sauter. Et que là, aujourd'hui, je pense que le style de Fares, elle est en train de s'affirmer. Et comme tu l'as dit, il progresse partout. En fait, c'est toutes ces armes qu'il a, c'est comme si c'était des couteaux qu'il avait aiguisés et qui maintenant, il s'en est toujours servi. Mais il arrive à les sortir dans les meilleurs moments pour que ce soit le plus efficace. Et je rajouterais même à ça qu'il a même progressé au micro, en fait. Enfin, il parle anglais pendant toute l'interview et tout. C'est un truc qu'il n'avait jamais fait. Il a vraiment tous les curseurs qui sont en petites flèches vertes comme ça et qui montent. Donc, c'est vraiment grand respect à ce qu'il a fait. C'est assez fou. Enfin, je trouve qu'il a vraiment... Il a fait un 5 étoiles sur 5. Il a tellement fait un statement que quand Joe Rogan l'interview après, il était en fan de lui. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette séquence où il parle de lui. Il l'a encensé comme il encense que les plus gros et les stars ou les grosses pépites. Donc je trouve que ça, c'est une marque de respect. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et je trouve que physiquement, Fares, il n'est pas encore à son prime. Et que quand ça va venir vraiment prime physique, comme on dit, la force de l'homme, la force du daron, il va à la trentaine souvent. Voilà, il va commencer à éteindre beaucoup plus de gens. Alors comment il a vécu justement ce chaos Fares Ziam il nous le raconte au micro d'RMC Sport et de Yacine Zaouini. Écoute, je me suis levé, j'ai vu qu'il bougeait pas. Je dis je vais lui mettre un coude. Et j'ai vu que le coude ça l'a sonné. J'ai remis un coude et après l'arbitre a dit fight back, tu vois, c'est-à-dire bouge. Et j'ai envoyé la sauce. J'ai vu l'arbitre faire le signe, c'est à ce moment-là que... Après, il était KO, tu vois, je sais pas moi. J'ai vu KO, j'ai dit c'est bon, c'est fini. Et puis je me suis lâché. Mais s'il fallait repartir pour un 3e round, j'étais prêt. Très serein en fait, on le sent très serein Fares Ziam quand il décrit, on le voit presque amusé aussi parce que... Le smile killer tout simplement. Exactement, c'est vrai, c'est son surnom. Non mais il y a ce côté qui est important aussi, Arnaud, tu nous le diras, mais... Il y a de l'amusement aussi parfois quand vous combattez, c'est-à-dire qu'on voit Fares, il prend plaisir à réaliser ces gestes-là et à réaliser ces KO-là finalement. Bah, il s'est libéré. Quand on regarde au début ses premiers combats à l'UFC, il avait l'air d'être plus sur la retenue. Et là, il s'est libéré et forcément, ça donne confiance. Bah, complètement, et on l'a vu parce qu'il a complètement éteint Sadikov. On va entrer dans le détail technique justement dont tu parlais aussi un petit peu Arnaud tout à l'heure, mais on le voit aussi dans les chiffres parce que Sadikov normalement c'est un combattant qui met énormément de coups dans ses combats. Sur son dernier combat par exemple il a mis 93 coups et face à Fares il en a mis que 4, donc c'est ça aussi la capacité de Fares, c'est arriver à inhiber aussi ses adversaires parce que on l'entendra tout à l'heure quand il nous parlait de Bourbier. On avait tous évoqué un potentiel Bourbier avec Sadikov pour Fares Ziam, mais finalement, c'était lui le Bourbier, effectivement. Ouais, alors, si on se remémore ce qu'on disait la semaine dernière, je disais qu'il avait un peu ce côté anti-style, dans le sens où tu peux avoir n'importe quelle spécialité, tu vas arriver face à Fares, il a toutes les solutions finalement. Comme ces combattants qu'on appelle des joueurs, annuleurs, tu sais, Yann Gary, etc. Moi, je trouve qu'il est vraiment en train de se spécialiser là-dedans. Tu peux être un gros frappeur, tu peux être un gros grappleur, tu peux être un mec qui mixe très très bien. En fait, de par son physique qui est quand même immense, sa puissance,
il a une très bonne allonge et il s'en sert vraiment très très bien. Tu vois, c'est pas que aussi, l'avoir l'anticipation. les longs bras. En fait, j'ai l'impression qu'il a affronté déjà tout ce qu'il peut retrouver dans le top 15 et que là maintenant l'UFC va se dire mais oui, en fait, ce gars-là, il peut combattre contre n'importe quel mec dans mon classement et ça peut le faire pour lui en fait. Bah, c'est ça aussi, c'est cette on en a parlé de cette progression aussi dans sa phase, à l'UFC tout simplement, mais dans sa façon de combattre aussi. Arnaud l'évoquait justement, tu parlais de ces phases de lutte aussi où Fares a été très performant. On l'a vu très complet en fait finalement dans ce fight aussi face à Sadikov et on l'a vu justement chercher, justement tu vois, le retenir contre la cage, avoir ces tentatives-là. C'est ce qui t'a marqué toi Arnaud aussi dans ce combat? Ouais, ce takedown, c'était impressionnant. Et je pense aussi qu'il a eu le temps de peaufiner toutes ses armes. Il n'a pas, au niveau de l'opposition qui a été présentée, je pense que ça a été crescendo. Il a été bien managé et là maintenant il est prêt pour prendre les grosses têtes. Ce qu'on voit là, il ne le lâche pas en fait. C'est-à-dire qu'il a son objectif en tête de l'amener au sol. Une fois qu'il y arrive, il ne le lâche plus. Et c'est très fluide. C'est ça. Et en plus, il l'a fait réfléchir à tous les aspects d'un combat. Quand il l'a tapé debout, il l'a fait réfléchir à tous les coups qu'il peut prendre, c'est-à-dire low kick au corps et à la tête. On lutte, les scrambles qu'il a pu y avoir. Quand il lui prend le dos, il a mis des coups de coude de midi 6h dans l'éclat. Il a inventé des trucs carrément. Donc je trouve qu'il a submergé Sadikov d'informations et du coup, quand il est arrivé au deuxième round, Sadikov, il a réussi à... il a mis 4 coups, c'était au premier round, le deuxième, il ne l'a pas touché une seule fois. Il n'a pas trouvé la distance, il mettait que des coups dans le vent. Et je trouve que, en fait, au niveau du fight IQ de Fares, je crois que son plus gros point fort, c'est son fight IQ. Parce qu'il y a la stratégie qui a été mise en place qui était bonne, qui était vraiment de punir Sadikov à distance, de le laisser essayer de rentrer dans ce rythme un peu fou, grosse marche avant, combinaison. Et on voit que Fares, il avait toutes les réponses là-dessus. Et le game plan, il est exécuté à la perfection. En fait, derrière, il n'y a aucune erreur qui est commise. Parce que c'est toujours ça, en fait, finalement, un combat. C'est quel écart tu as entre la stratégie que tu as en tête, qui est parfaite sur le papier, et ce qui va se passer dans la cage. On est quasi sur du 100%. Oui, sur l'application parfaite d'un game plan. Ça, et puis on a vraiment réussi à noyer totalement le style de Sadikov, qui est un style kickboxer qui met la pression, qui combine. C'est pas évident, en fait. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, parce que un raté sur ce game plan-là, t'en prends une et c'est compliqué. Et derrière, tu peux tomber. Justement, parce qu'on disait qu'il était complet, on voit ses phases au sol là pour Fares, mais on a vu aussi hier la puissance de ses points et de son striking. On l'a vu enchaîner parfois 2 à 3 coups de suite, justement pour faire mal à Sadikov. Il y a eu beaucoup d'enchaînements construits aussi de la part de Fares, on le voit là. Beaucoup de combinaisons en ligne, il va chercher droit devant lui. En fait, là, on voit que Sadikov y va et il s'en prend une du coup directement. Et c'est là. Pris changer de garde. Sadikov était débordé. Il avait trop d'informations parce que dès qu'il restait dans une garde, il avait peur d'un takedown, de se faire ramener contre la cage. Et puis avec son allonge, Fares arrivait à le toucher. Quand il le touchait fort. Il l'a fait douter sur tous les aspects du jeu. C'est ça. Et puis je trouve que depuis quelques fights, on sent vraiment que les mains de Fares sont de plus en plus lourdes. Ouais, c'est ça. Il a un sens du timing qui est quand même très développé parce que c'est souvent lui qui déclenche en premier. Et comme l'a dit Jalito, en fait, l'utilisation de cette allonge, c'est beau d'avoir les bras les plus longs, mais parfois tu ne sais pas t'en servir. Exact. Et là, en fait, lui, il s'en sert vraiment très très bien parce qu'il n'y a aucun moment où Sadikov peut vraiment répondre et lui faire peur. Même en lutter au sol, comment il se place avec ses longs bras, le body lock, il a amené très facilement son adversaire au sol. Ouais, c'est toute la fluidité de toi qui t'impressionne aussi presque chez Fares. Tu parlais tout à l'heure de Joe Rogan aussi, Jalito, parce qu'on disait l'importance de marquer les esprits aux yeux du public, mais évidemment de l'UFC. Il y a évidemment l'interview de Joe Rogan, il y a l'UFC qui a tweeté aussi sur la série de victoires de Fares Ziam, donc il le place au deuxième round chez ses moins de 70 kilos. Ça veut dire quelque chose aussi, mine de rien, quand l'UFC tweet sur vous et qu'on parle du vous, parce qu'il y a tellement aussi de combattants à l'UFC. Bien sûr, c'est des millions d'abonnés. Forcément, ça va le rendre encore plus visible aux yeux du public. Il y a des gens qui connaissaient peut-être pas forcément, qui vont tomber sur ce poste, ils vont dire, mais en fait, c'est vraiment sérieux. C'est un mec qui a une série de 6 victoires chez les moins de 70. Alors évidemment, avec tout ça, Fares Ziam, il tape plus que jamais à la porte du top 15 de cette KT. Dana White a confirmé d'ailleurs en conférence de presse qu'il mériterait d'avoir un top 15 pour son prochain combat. Mais lui, vous allez voir qu'il voit même encore un petit peu plus haut et il a un message à faire passer. Il a bien raison. RMC, quand vous faites vos posts, il n'y a pas de Fares, il prend un bourbier la semaine prochaine, Fares, c'est moi le bourbier. 6 victoires consécutives et c'est pas fini.
En parlant de ces 6 victoires consécutives, ça fait de toi maintenant le combattant dans tout le roster UFC non classé avec la plus grande série de victoires. Ça y est, Fares, il y a quelque chose qu'on va devoir aborder sérieusement. On t'a connu mesurer dans le passé. Maintenant, le peuple le réclame. C'est un top 15. Bah écoute, il y a un matchmaker qui est venu me voir après le combat. Je lui ai dit que je voulais pas de top 15, pas encore, parce que je lui ai dit que je voulais un top 10. Voilà déjà. Et il a rigolé, ça l'a fait rire. Il m'a dit, continue comme ça, mais ce que je peux te promettre, c'est un top 15 pour le prochain. Ton manager nous a proposé un nom, Renato Moicano. Tu nous as dit que c'était un nom qui pouvait t'intéresser. Est-ce qu'il y en a un autre éventuellement que tu aimerais affronter ? Bah, le top 10 que j'aimerais affronter c'est Dan Hooker, parce que c'est un striker comme moi, il est grand comme moi, mais je me sens plus fort dans tous les domaines. Le bouquet. Ah ouais, exactement, Arnaud. Très bonne réflexion, effectivement. Dan Hooker est déjà booké. Ouais, mais c'est tombé, je crois, Ouais. 15 minutes après ou 20 minutes après. Il n'a pas pu le Face voir, à- le pauvre. Face à Benoît Saint-Denis, même si du coup les deux fight quasiment en même temps, si Dan Hooker perd contre BSD, est-ce que tu peux pas te dire que Ziam peut le récupérer Bien sûr, quelques mois après? clairement, Pourquoi pas? Mais bien sûr. si c'est pas Dan Hooker, ça pourrait être qui? On a parlé effectivement de Renato Moicano, c'est ce que tu vois toi aussi, Jalito? Moi, je vois et je veux Renato Moicano. Parce que même là, stylistiquement, c'est parfait pour Ziam. Moicano, c'est un mec que, voilà, debout, c'est pas top. Quand il va au sol, il va chercher à faire du JJB. C'est pas un bon souvenir pour nous, Renato Moicano, pour les Français. Oui, mais justement, c'est l'occasion de venger la France. Voilà, Fares Ziam, Il nous a pourrait tué faire une ça. soirée quand même. Ouais, mais Fares Ziam, je lui fais confiance pour venger BSD sur ça. Et comme je disais, en fait, au niveau du game plan, Moicano il va essayer vraiment de faire du JJB, du grappling au sol. Sauf que Fares, il va pas accepter ça, il va le matraquer, il va lui tambouriner la tête. Et je pense qu'il pourrait avoir la victoire comme ça. Et c'est une belle entrée, hein, parce que Moicano, c'est quand même un gros nom. C'est Bien sûr. une personnalité, un personnage connu à l'UFC. Donc ça ferait vraiment une belle entrée dans le top 15-10. Et Ouais, c'est pourquoi pas. Et pour l'exposition en France, c'est idéal. Comme vous l'avez dit, c'est un adversaire qui nous a tous fait rager un petit peu face à BSD. Donc c'est vrai que la France, qui en termes de grand public n'a pas forcément encore créé ce lien avec Fares, elle peut se dire ah ouais, il y a un Français qui va affronter ce mec-là qui a ruiné notre soirée, Ouais. comme tu l'as dit. Je pense que ça va aussi aider à construire aussi cette réputation autour de de Fares. très forts ouais. combattants autour de Fares. On le sait que la médiatisation, c'est pas forcément son grand fort, mais on sent qu'il a quand même commencé à avoir son personnage. Ouais, donc, on sent, on le voit dans sa façon de répondre aux questions aussi d'RMC, on sent qu'il a construit aussi un petit peu sa com. Il y avait 2 titres remis en jeu la nuit dernière dans le UFC 323 et tellement de choses à dire ce soir, avec d'abord le main event entre Merab Dvalishvili et Petr Yan. 4e défense de titre en un an pour Merab. Celle de trop, du coup, peut-être pour lui. Victoire de Petr Yan sur décision unanime. C'est l'ancien champion qui a mis fin au règne de Merab, qui restait quand même, on le rappelle, sur 14 victoires consécutives. Aïe, aïe, aïe. C'est une belle revanche aussi pour le Russe, mine de rien, qui avait été battu par Dvalishvili en 2023. Et après, il avait enchaîné en plus. Donc, il y avait 3 défaites de suite pour lui. Donc, Petr Yan, il revient un petit peu de nulle part aussi. Lui, l'ancien champion, c'est une belle histoire aussi pour lui. Ça, il s'est exprimé juste après, pendant une interview. Il a dit que lui, il avait fait. Comment on peut dire ça? Il était champion trop vite. Trop vite, c'était un rouleau compresseur et il est arrivé vite en champion, je crois, 6 combats après son entrée à l'UFC, champion déjà, et qu'il n'était pas prêt pour ça. Il a fait des erreurs en pensant par exemple qu'il savait vraiment lutter, alors que lui, maintenant il sait qu'il n'était pas si prêt que ça, qu'il n'était pas si bon en lutte et qu'il n'écoutait pas en fait. Il y avait des erreurs pendant ses camps d'entraînement, qu'il ne faisait pas un travail d'équipe. Ouais. Et que maintenant, c'est des choses sur lesquelles il a travaillé et ça se voit, en fait. Ça se voit et je pense que ça ferait un bon champion. Ah oui. Parce que stylistiquement, déjà, il est exceptionnel. Moi, c'est un de mes combattants préférés all time. Vraiment. Et je pense que même l'histoire derrière, ça pourrait être beau, c'est beau. Devenir champion trop vite, avoir un peu une période creuse, revenir entre guillemets de loin. Bah oui, et gagner contre le mec qu'on considère peut-être comme le GOAT de la catégorie. Et franchement, l'histoire pourrait être belle. À voir maintenant contre qui il va défendre sa ceinture. Mais dans l'avenir, le voir contre un Umar Nurmagomedov, ça pourrait vraiment être la guerre des étoiles. Il a tout chamboulé. Ouais, là, Arnaud, il est d'accord. Ouais, non, il a fait un super gros combat. Moi, j'ai vu sur Betclic qu'ils ont mis une cote à 4 sur Petr Yan. Je me suis dit, ils déconnent les gens. Non, mais c'est vrai parce que quand on regarde le premier combat, il défend la majorité des takedowns. Il se fait pas amener. Moi, mon frère, il m'a dit que O'Malley a dit
que Petr Yan était blessé à la main. Je regarde le combat, je vois qu'il n'a pas envoyé de main droite sur le premier combat. Donc là, on se dit quoi? Ils vont combattre, ça va rester debout, parce que Petr Yan il va réussir à rester debout. Mais en plus, il va pouvoir lui envoyer sa cacahuète. Et c'est ce qu'il a fait dès le premier round. Et on le voit de toute façon. Et il n'a jamais été fatigué aussi. Ouais. Petr Yan, on ne l'a jamais vu fatigué, mais Merab, on sait qu'il fatigue ses adversaires. Donc voilà, c'était une performance un peu prévisible. Mais gros fight, en tout cas, on a vu passer, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'un des meilleurs fights de l'année déjà. Bah, clairement. Et premier round peut-être plus à l'avantage du champion et derrière Petr Yan qui a déroulé. Ouais, encore, franchement, Petr Yan, quand on le voit à ce niveau-là, c'est un combattant qui n'a pas de défaut. Enfin, il me fait penser à Valentina Shevchenko, dans ce côté où c'est beau, c'est propre, c'est dans tous les compartiments, debout, contre la cage, au sol. Et en fait, il vient de résoudre quand même le problème le plus insoluble de la catégorie. C'est-à-dire qu'il a pris un petit peu tous les messages qu'on avait pu voir sur les combats de Merab. Il a pris la défense anti-lutte de José Aldo. Il a pris ses frappes au corps ultra importantes de Sean O'Malley qu'on avait déjà un petit peu senti. Et puis après, il est allé lutter Merab, comme Oumar qui n'avait pas peur d'aller lutter Merab non plus. Ouais. Donc il a vraiment réussi à trouver la solution parfaite. Et il faut avoir ce style parfait, je pense, pour vraiment l'exécuter avec autant d'application. Puis il a littéralement détruit quand même Merab. Je ne sais pas si vous avez vu la tête de Dvalishvili à la fin du combat. Le Géorgien, vraiment, voilà, il l'a bien détruit entre l'avant, le début du combat et la fin du combat. On a souvent dit finalement que quelque part tout le monde connaissait à peu près les défauts de Merab, mais sans arriver vraiment à en profiter justement et à les contrer. Là, pour le coup, Petr Yan, c'est ce qu'il a parfaitement su faire, et notamment sur les tentatives de takedown, on l'a évoqué rapidement, mais c'est clairement là-dessus aussi qu'il a réussi à remporter ce combat. Regardez les chiffres, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est le mec qui, si je ne me trompe pas, a envoyé le plus de fois Merab au sol dans toute sa carrière. Donc c'est quand même une très grosse stat. Il l'a pris à son propre piège. Et puis le pourcentage de conversion de Merab, il est horrible en fait dans ce combat. Il a montré qu'il avait plus de skills, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et en plus, il a fait un truc, c'est qu'il a dit j'ai pas trop aimé cette déclaration de Merab après. Ouais, j'ai voulu faire un combat divertissant, donc je voulais vraiment rester debout avec lui, striker avec lui. Je voulais pas faire que de la lutte et l'emmener au sol. T'as tenté 29 fois de l'emmener au sol quand même. Et c'est pas hyper malin de sa part, parce que c'est le premier Merab en conf de presse à avoir dit à Yann je cherche des excuses sur la première défaite et tout. Ouais. Et après il a dit oui, j'étais malade, j'avais mal au bras, j'ai ci, j'ai ça. Après on l'adore quand même, Merab, il y a aucun problème. Bien sûr. Mais là, ce qu'a fait Yann en termes de MMA, c'est fort. Oh, le retour du roi un peu, parce que franchement, pour aller le chercher dans cette catégorie là, avec ce qu'il vient de montrer, ça va être super chaud en fait. Et on revient sur ce mec-là, on se demandait, mais comment est-ce qu'on va aller le chercher si ce n'est pas sur un coup de genou illégal? Parce que c'est comme ça qu'il perdait sa ceinture, Petr Yan. Là, il y en a qui sont transpi, je pense, vraiment. J'ai vu Sean O'Malley directement le call-out, mais tu sais que c'est juste un petit peu d'orgueil. Si c'est le même Petr Yan qui affronte Sean O'Malley, mais je pense qu'il le KO. Et il avait annoncé, il a dit toutes les voitures, toutes les machines sont vouées à caler à un moment donné dans leur vie. Et Merab, il a beaucoup enchaîné lui aussi, on parlait de BSD là. Tous les mecs qui font cette erreur de devenir des nouvelles superstars à l'UFC, d'être partout à tous les événements, partout, tout le temps, et enchaîner. Je pense à lui, je pense à Poatan par exemple. À un moment donné, tu payes, tu le payes, et quand tu le payes, c'est cash. Et puis c'est le pire profil. Franchement, ça aurait été un autre combat pour faire cette 4e défense, ça aurait été un autre profil que Yann. Je pense que ça aurait pu passer pour Merab, parce qu'on voit qu'il a quand même des ressources, même s'il semblait fatigué. Il a toujours un cardio de fou, etc. C'est mental. Là, avoir vraiment Petr Yan qui est en train de remonter la pente et qui a pris vraiment tout le monde sur le chemin, la proposition stylistique, elle était trop élevée en fait pour lui. C'était trop compliqué. Mais Merab, je comprends pas comment il n'est pas tombé KO. Oui. Grosse tête, petit coup. Voilà. Ils encaissent. C'est vrai, souvent ils encaissent un gros tête, petit coup. En fait, c'est les coups au corps, moi, qui m'ont choqué. Ouais, parce qu'il prend des middle au foie, mais il en a pris je sais pas combien, 6-7, qui auraient tous pu terminer le combat. Ouais. Donc, après, Yann, il s'est pas précipité à chaque fois qu'il a touché. Il n'a pas eu ce truc de... Parce qu'il savait qu'à n'importe quel moment, ça pouvait se retourner contre lui. Et quand il a touché, en plus, tu regarderas, il met toujours... C'est jab, middle du même côté.
Et puis quand il touche au corps, il l'a fait grimacer plein de fois. il y a un truc technique qu'on pensait qui pourrait jouer un petit peu contre Yann, c'est le fait que Yann il a toujours une garde qui est très très haute, très hermétique. On se dit c'est idéal pour Merab, il va aller lutter dans les jambes, etc. etc. Il a réussi à garder cette garde-là et à quand même défendre quasiment toutes les tentatives de takedown. Et on voit que debout, il y a un univers d'écart entre les deux. Merab, il a beau être très rapide, prendre beaucoup d'initiatives. La propreté de ce que fait Yann, c'est vraiment, on est sur l'élite là. Il a une masterclass, franchement. Ouais, il a à peu près tout montré effectivement dans ce fight et on le voit avoir la distance. C'est presque lui en fait qui dictait aussi les échanges, le rythme du combat, qui était au centre de la cage. Tu vois, il se replace à chaque fois pour être au centre de la cage. Et il y a l'attitude aussi. Hein. Et la variation, on parlait des middle kicks, mais à un moment, il lui envoie un crochet au foie, mais le truc, ça résonne dans la salle. Il était là, il était en mission, Petr-Yan. Il était là pour frapper fort en plus. Le premier round, Merab, il commence à toucher un peu. Et lui, dès qu'il s'est mis à frapper, c'était pas pareil. Et on a vu que ça a fait mouche, effectivement. Il fait tomber surtout Merab de son piédestal, du coup. Ouais, à chaque fois qu'on les revoit, Jalito est ride du lion là. On aimerait tous combattre. En vrai, de vrai, je pense qu'on aimerait tous combattre comme Petr-Yan. C'est vraiment, c'est trop en fait, c'est trop fort et c'est beau en plus, tu vois. Tout est parfait à ce moment-là. Il se bat comme dans les mangas. Ouais, vraiment. On dirait qu'il voit tout arriver. Tout est parfait. Un peu fluide et tout. Non, c'est trop. Bon, il y a une fin de règne chez les moins de 61, même chose d'ailleurs chez les moins de 57. C'était la 5e défense de titre du champion Alexandre Pantoja face au prétendant numéro 1 Joshua Van. Le choc a tourné court pour le coup dès le premier round, puisque le champion s'est blessé à l'épaule. On va vous montrer les images. Âme sensible, s'abstenir quand même si vous aimez pas. Arnaud, il regarde pas. T'as vu l'image ou pas? Non, moi je regarde. C'est vrai. Alors, sur la première image, c'est pas trop gênant. Quand on regarde les ralentis, c'est un peu plus compliqué. À part cette image, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce fight parce que là, on est vraiment au tout début du combat. Là, on vous met le combat en entier finalement, et c'est sur une tentative, voilà, je sais pas, d'amener au sol. Je sais même pas comment on peut dire ça de la part de Joshua Van. Là, on voit le. Alors, on parle de l'épaule pour. Moi, je pensais que c'était. Moi, j'ai l'impression que c'était le coude. Ouais. Quand on voit le ralenti, Dana White a parlé de l'épaule, lui. Après, effectivement, on a plus l'impression que c'est le coude. Peut-être les deux, on ne sait pas. Ouais. Mais alors, vu là, voilà, vous allez voir les images au ralenti. Regardez pas si ça vous. Ah non, le coude, il n'est pas dans le bon sens là. Non. Il n'a pas la chance d'être hyper lax comme certains. Non, là, moi, allez, hop, je regarde plus. Mais pour le coup, ça peut être quand même une longue absence aussi pour Pantoja, d'après Dana White. Et donc, a priori, c'est pas lui qui va être le prochain prétendant pour essayer de récupérer le titre. Donc effectivement, ça peut aussi redistribuer les cartes dans cette KT, encore plus. Ça relance tout. Pantoja, il avait nettoyé tout le monde, c'était pas évident. C'était même plus marrant. Ouais, on a essayé de faire monter des gars. Il y en a un qui s'est illustré sur cette carte. On en reparlera après, mais ça change énormément de choses et ça, je pense que ça redonne un petit peu de peps aussi à cette catégorie qui, on le sait, historiquement est très très mal aimée et par le grand public et par l'UFC. Et par Dana White. Bah ouais, c'est ça. Van ayant, on va dire, la double nationalité, Birmanie, États-Unis, il a quand même une fanbase. On a vu qu'il était apprécié. Pantoja, on était en train de le gotifier et pas à tort ou à raison. Moi, je trouve que c'était assez logique. Ouais. Donc, ouais, ça va générer beaucoup de choses, sachant qu'en plus, Van n'a pas forcément affronté tout le monde. Là, on peut en trouver des listes de prétendants pour aller vers lui. Donc ça, c'est cool. Bah, ça l'enlève. Alors, je vais poser une question parce que certains sont un petit peu attaqués Joshua Van sur le fait déjà qu'il ait autant célébré son titre alors que Pantoja est au sol. Mais il y en a certains qui se posent la question du coup sur la légitimité de ce titre alors qu'il a quasiment pas combattre. C'est le jeu. Là, pour le coup, lui, il va pas refuser cette ceinture. Et c'était le prétendant numéro 1. Enfin, il devient quand même le plus jeune champion de l'UFC depuis John Jones. Le premier champion de l'UFC à être né après 2000. Donc voilà, on est aussi sur un jeune qui a 24 ans, qui vient effectivement relancer cette catégorie. Il vient de réaliser un rêve et puis il n'est pas arrivé là par hasard. Il vient d'acheter une maison à sa maman, donc là il va la meubler. Non mais il a 24 ans, il n'est pas arrivé là par hasard parce que s'il obtient cette place de numéro 1, c'est quand même qu'il a pris Brandon Royval à une semaine d'intervalle alors qu'il venait de gagner un combat et il a failli le finir, Royval, qui est le mec qui a mis quasiment des défaites à tout le monde aussi dans cette catégorie, sauf Pantoja. C'est son rêve qui vient de se réaliser et le provoque entre guillemets parce que
c'est clair qu'on partait sur un combat guerre des étoiles. Hein, vu Oh, Parce que vu comment ça partait dès le départ, ouais. C'était un début de combat typique de Pantoja. Ouais, Ouais. c'est ça. Et de Van aussi. Et voilà, et les deux, bah À voilà. l'abordage un peu. Quand tu as deux trains qui se foncent dedans, forcément, ça fait un petit peu de casse. Là, Van, il le renverse complètement, l'autre, il tombe sur le bras, ça casse. C'est le jeu, mais comme tu l'as dit, c'est Van qui provoque ça. Il lui a cassé le bras, finalement. Et en plus, les gens, ils retiennent le fait qu'il est célébré. Re-regardez l'image où c'est lui aussi qui vient aller consoler Pantoja, qui est par terre, qui est pas bien et tout, qui va lui taper dans le dos, qui vient vraiment beaucoup lui parler. Et Van l'a aussi dit après. Il dit, mais attendez, bien sûr que je veux pas gagner ma ceinture comme ça, en fait. Et oui, mais lui, il y peut rien. Enfin, Et il voilà. va pas dire non. T'as vu, il arrive avec la petite ceinture à la conférence de Ouais, presse. parce qu'il a dit qu'elle était un peu trop Trop grosse, trop lourde, ça sert à rien. Non, Mais il a raison de célébrer. Il a la ceinture, c'est-à-dire il va faire plus d'argent, ça veut dire voilà. Bien sûr. Bah, ça change complètement ta carrière aussi à l'UFC quand tu te C'est une retrouves star, champion. Moi, je pense que c'est une star. C'est un mec qui est en train de passer vraiment vers le statut de star dans cette catégorie qui n'en a pas. Bah alors, Pantoja out pour le moment. Qui peut être le prochain challenger, justement, chez les moins de 57 kilos? Nous avons la réponse. C'est Oscar assez Joss. simple. Oscar Joss. Un certain Tatsuro Taira qui a gagné sa place, justement, hier soir. Il a peur de rien, ce Taira. Et attaquer Moreno comme ça sur des phases de scramble, là où c'est vraiment son domaine d'expertise, bah, ça prouve bien qu'il a vraiment foi en son sol. Et là, pour le coup, il est dans une position où il peut frapper. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et là, il a touché durement. Il a touché très durement, même Moreno. Ouais, très durement. Et là, il faut qu'il réagisse maintenant, Moreno. Waouh, c'est la pire position pour Moreno, là. Le back mount. Il a été touché beaucoup plus qu'on ne le pense. Ouais, il va être arrêté. Si ça continue comme ça, il est arrêté. C'est terminé. Waouh, quel statement Incroyable. pour Tatsuro Taira. Pour le coup, tu me l'as vendu depuis tout à l'heure et je comprends. Ah, merci. C'est vrai que je comprends. Et c'est indiscutable. L'arrêt de l'arbitre là. Moreno, il prenait des coups et il n'y avait pas de défense cohérente. Hein. On On est rappelle. d'accord. Il n'y avait même pas de défense du tout. C'est-à-dire que s'est contenté de se mettre presque à plat ventre. Et encore une fois, il a tellement confiance en ce qu'il fait, Tatsuro Taira, qu'en fait, il ne se soucie pas des capacités de son adversaire. On sait que Moreno est fort en scramble, on sait que Moreno est très fort au sol, on sait qu'il est très rapide. Ben non, il y va quand même, hein, tête baissée, il envoie des coups, il rentre en lutte. Le Japonais qui a ridiculisé quand même l'ancien champion Brandon Moreno, qui n'avait, on va le rappeler quand même, encore jamais subi de finish à l'UFC. Donc il a gagné aussi le droit de disputer cette ceinture. A priori, le prochain challenger, c'est lui. Petite anecdote, il a dit qu'il avait fait la même coupe de cheveux que Paddy Pimblett parce que ça lui avait permis d'obtenir le titre, le combat pour le titre Paddy. Donc il s'est dit, je vais faire la même. Comme ça, peut-être potentiellement, je vais avoir ma chance. Et a priori, ça va marcher parce qu'il a vraiment tout. On est quand même sur une génération qui est la tienne aussi, d'ailleurs, parce que tu as 26 ans. Joshua Van qui a 24 ans, lui qui a 25 ans. On est sur une énorme génération aussi qui vient bousculer un petit peu l'UFC. Bah, c'est énorme. C'est des mecs qui, à 20, 25, 26 ans, ils arrivent déjà à la ceinture de l'UFC, alors qu'ils ont encore tout le temps de se développer encore physiquement. On dit que le prime, c'est plutôt entre 28, 33 ans. Donc, c'est des gens qui vont rester pour un bon moment, je pense. C'est ça qui vont amener aussi à Il prend une pas autre. trop de dégâts, Taira, en plus. Donc, Ouais. Non, mais il y a tout un package, il y a tout son I'm happy, thank you et tout à chaque fois. Il est trop fort là-dedans. La tenue qu'il avait à la conf de presse, il a un costard 3 pièces vraiment ultra bien taillé. Yakuza. Ouais, non, mais vraiment, il y a une DA, tu vois, autour de lui, de Taira. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment évolué aussi dans sa manière de combattre. C'était vraiment pas le combattant le plus spectaculaire quand on nous le vendait comme ce petit crack qui arrivait à l'UFC. Il arrive là, à vraiment 10-0 et les deux premiers combats, c'était un peu dur à regarder. C'était snooze fest un peu. Mais là, il a tout passé un changé. cap. Il a tout changé, il a tout changé. Et franchement, moi, j'aime bien. Autant avant, j'aurais dit on en faisait beaucoup trop, je trouve, sur lui. J'ai failli utiliser un terme terrible, on a tous compris. Mais là, maintenant, c'est vraiment... Tout ça est très mérité. Et Gialito le disait en off, ça pourrait aussi permettre à l'UFC de retourner au Japon, qui a des salles emblématiques dans l'histoire de ce sport. Donc, ce serait un très, très beau clin d'œil. C'est évoqué, en tout cas, effectivement. là-bas, en plus. Dana White l'a évoqué. On peut y aller, on y va. Je suis archi chaud. Ah bah moi, quand vous voulez. Si vous voulez, on va au Japon. Let's go Japon. J'ai Arnaud, fait c'est une bon. cagnotte. Je fais pas le travail pour celui-là. Allez, ok. Je vous mets le lien dans le chat. On ouvre une petite cagnotte sponsorisée notre déloc au Japon. Tokyo, on arrive.
il causait. Les amis, on va marquer une courte pause sur RMC Sport 1. On revient juste après pour vous parler du nouveau champion Cage Warriors. Il est français, c'est Nicolas Leblond. On a la chance d'avoir Arnaud Prigent, l'un de ses potes partenaires d'entraînement qui est avec nous. Donc il va nous en parler dans quelques instants. À tout de suite. Désolé, j'ai dit Betclic. Allez, mais on reste évidemment ensemble sur Twitch, les amis, pour jouer et vous faire gagner 20 € de free bet grâce à notre partenaire Winamax. Évidemment, pour ça, rien de plus simple. On va vous montrer la vidéo d'un KO, vidéo un petit peu modifiée. Le premier qui trouve dans le chat le nom de celui qui met le KO remporte les 20 € de free bet. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il faut être rapide. Je pense que c'est assez rapide. C'est assez facile. Ouais. Évidemment, on ne triche pas en plateau, on ne souffle pas. C'est au chat. Bonne réponse. Wow. Big Red Monster 39. Zidane. Ouais, c'est Édouard Balladur. Attends, il y a un mec, ça fait 2 semaines, il met mon nom à chaque fois. Ils ont appris ceux qui trouvent. Mais non, mais c'est souvent les mêmes qui trouvent en plus généralement. jamais Non, il mis remporte KO 20 € de personne, free bet, c'est pas mal déjà. En C'est plus, effectivement Alexander Volkanovski. je sais qui c'est, Big Red Monster 39. Je pense que c'est un mec qui vient de Besançon. On l'embrasse. Pourquoi? Parce que c'est le Parce que 39. le 39. Oh waouh. Ça se trouve, il est grand et rouge. Ouais, ou alors il a un pull rose. Allez, on est de retour sur RMC Sport 1, les amis, pour vous parler justement de l'un des événements aussi du week-end. On a parlé de l'UFC, mais il y avait un autre homme qui combattait au Cage Warrior. Il était notre invité justement le week-end dernier pour nous en parler. Et ce week-end, il était à Newcastle pour disputer sa première ceinture au Cage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on lui a porté chance. Pourtant, il était bien mal embarqué face au champion Shaj Ake. Mais finalement, à 1 minute de la fin du combat, Nicolas Leblond a complètement renversé les choses. Et en fait, il sent le moment où Nicolas Leblond veut envoyer et donc il déclenche avant. Oh, ben voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'il fallait, c'est maintenant ou jamais. Allez Nicolas, il faut accélérer. On y est peut-être. Il peut l'avoir. Alors on ne commet plus d'erreur à ce stade. Et oui, Et il a 1 minute, il a le temps, il peut l'étrangler, il peut le finir au sol. on est sur un vrai temps fort là. Antoine. Allez, il est sur le tournement, il défend pas, Jacques, ça va le faire. Ça va le faire, Lucie, il n'a pas défendu. L'étranglement est placé, il va être obligé de taper. Il tape, il a fait taper, incroyable. On vous l'a dit, sur un coup, il peut changer la donne. Et il l'a fait, Nicolas Leblond. Waouh. Il revient de très loin, Antoine. Oh là là. On approchait de la fin du combat, il est en train de perdre ce combat. Et sur un crochet du gauche, c'est ce coup qui marche le mieux pour lui depuis le début de ce combat. Il arrive à le connecter derrière l'accélération. Et l'étranglement arrière, waouh, quelle victoire. On a un nouveau Français champion du Cage Warriors. Antoine, j'ai des frissons. Vraiment, c'est Oh là là, spectaculaire. ça c'est du comeback. Il revient de si loin, Antoine. Le chemin a été si long. Mais quelle histoire! Waouh, quel opportunisme. 10 seconds of round number 5, declaring your winner by way of rear naked choke, and the new Cage Warriors flyweight champion of the world, Nicolas Leblond. Il l'a fait effectivement, comme le dit Antoine Simon au commentaire. Nicolas Leblond est le nouveau champion du Cage Warrior des moins de 57 kilos. Et de quelle manière? C'est le premier champion français au Cage depuis Morgan. Raconte-nous Arnaud, comment tu as vécu? C'est aussi pour ça que tu n'as plus de voix aujourd'hui. Tu as hurlé devant la télé? J'ai hurlé devant la télé tout seul. Désolé. Non, c'était beaucoup d'émotions. Ça fait longtemps que Leblond il fait un run au Cage Warrior qui est démentiel. Il en a sorti 2 sur civière. Il a mis le bulldog choke. Et ce finish, il me rappelle un autre finish qu'il avait mis contre Scott Malone, où il se fait dominer sur les 2 premiers rounds. Et troisième round, on voit qu'il inverse la vapeur. Ouais. Il commence à toucher de plus en plus. Là, la vapeur, on a vu qu'il commençait à l'inverser dans le 3e. Et au final, Shajak, à la fin du 3e, il retouche fort. T'as eu peur quand même pour lui ou pas? Au bout d'un moment, quand ça arrivait à la fin, on se dit, ça commence à être chaud. Et il sort ça à la fin dans la dernière minute du temps réglementaire. Donc c'était... au bout d'un moment, on n'y croyait plus trop. Hein.
Et tu savais qu'il avait cette force aussi, parce qu'on va quand même rappeler, on en a parlé avec lui la semaine dernière, que c'était un 5x5, du coup, combat pour le titre, qu'il en avait très buffé, il en avait fait un, mais il y a très très longtemps, et puis il n'était pas allé jusqu'au bout en plus, donc de toute façon, il n'avait jamais fait ça. Donc on pouvait se poser la question, effectivement, du cardio aussi sur les 25 minutes. D'arriver à sortir ça dans la toute dernière minute du fight, c'est sa force de caractère aussi, Arnaud, à ce moment-là? Ah oui, non, le blond, il lâche jamais, hein, il lâche jamais. Il a une très bonne condition physique, il a beaucoup de force pour son poids, et il tape. Donc, il n'y a qu'à voir les KO qu'il a mis. Non, on dirait qu'il frappe dans une machine à coups de poing. Moi, même si ou non, on n'y croyait plus trop, je savais que de toute manière, il pouvait toucher à n'importe quel moment. Et Shajak, c'était pas un style facile. Il se déplace très bien. Et je pense qu'il ne faisait pas que boxer sur l'extérieur. Shajak, il faisait aussi respecter son espace. Il touchait assez fort, je pense, dès le premier round. Le blond, il était marqué à l'œil. Et aussi, quand il se faisait acculer à la cage, il arrivait à ressortir très très bien. Ouais. Et on voit toute la lucidité aussi qu'a Nicolas Leblond, là, alors qu'on est en toute fin de combat. Il voit ce coup qui fait mal et après se positionner directement sur l'étranglement arrière. Il y a aussi toute cette lucidité. Capitaliser tout de suite. Tout de suite. Et en fait, ça me fait penser à ce qu'il avait dit la semaine dernière. Il a dit « je suis précis, c'est mon point fort ». Ouais. Il sait que sûr. Donc du coup fort. il a réussi à être précis comme ça, à avoir la lucidité de placer son bras arrière comme ça après 24 minutes de combat où il est mené. Ouais. Franchement, chapeau Nico. Et après capitaliser dessus, donc il voit qu'il est touché au lieu de continuer à essayer de boxer ou peut-être tu vas pas avoir le finish, tu vas pas avoir le KO, t'es KO. Ouais. Il fait quoi directement? Ok, papa, on passe à autre chose, plan B. On prend le dos, on étrangle et puis on va célébrer. Ah, mais il a de la glace dans les veines. En fait, c'est juste exceptionnel de passer. Il a fait ça. Passer 24 minutes où vraiment, je veux mettre un énorme crédit à Shajak qui fait un combat de fou et qui a un style ultra relou. C'est trop dur d'affronter des mecs comme ça. Et je pense que c'est typiquement le mec qui n'a pas vraiment le niveau de l'UFC, mais Cage Warriors, il peut rester champion je sais pas combien d'années. Bon, Nico en a décidé autrement, mais vraiment le sang-froid qu'il a de passer 24 minutes où le mec, il jab, il est plus rapide, il annule toutes les tentatives de takedown, il a la réponse à tout, il bouge tout le temps, il met la pression. D'avoir ce moment de lucidité, de ne pas se précipiter sur la manière de finir, parce que tu vois, tu peux être pris par l'euphorie et faire n'importe quoi, et au final, tu perds le round et tu as perdu le combat. Franchement, c'est un... J'ai pas envie de surcoter le moment, mais je trouve que c'est un grand moment du MMA français, dans le sens où c'est tellement rare de voir un mec retourner une vapeur ou un bouillon qui prend sur 24 minutes. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il y croit encore et pour qu'il ait cette perfection dans les derniers gestes, en fait. Moi, je veux beaucoup d'opportunités qui se présentent à lui à ce moment-là. Là, on voit justement les 2 premiers rounds qui sont très difficiles pour lui, où effectivement son adversaire, qui est champion aussi, donc il nous en a parlé la semaine dernière, il savait très bien à qui il avait affaire aussi en face, Nicolas, donc il y a aussi cette capacité-là, et tu parlais justement, toi Arnaud, de ce 3e round, on va aller voir ce 3e et 4e round, où Nicolas reprend un petit peu le dessus aussi à un moment. Mais là, à ce moment-là, il doit comprendre, je pense qu'il le sait dans sa tête, que de toute façon, il va avoir besoin aussi d'un finish à un moment donné pour renverser la tendance, parce qu'il sait qu'il est en retard, quoi. On le sait forcément dans ces moments-là, Arnaud. Ouais, on le sait, et après, il y a est-ce qu'on le fait? Lui, il l'a fait, et revenir sur l'étranglement, où il aurait pu se dire peut-être qu'en lutte, il va peut-être réussir à défendre, gagner du temps, et je vais pas le finir. Et il a su reconnaître que c'était l'option à prendre. Donc c'est très très fort et ça montre aussi une bonne intelligence de combat dans les moments difficiles. Ouais, c'est ça aussi, cette lucidité. La semaine dernière, Jalito, bon, t'étais pas là, mais il nous en a parlé, justement, Nicolas Leblond, de ses ambitions de l'UFC, où il tourne autour depuis un moment et il s'était préparé pour l'UFC Paris au cas où on l'appelait. Il a vraiment ça aussi dans un coin de sa tête. Il sait qu'il y a des passerelles aussi entre le cage et l'UFC. Donc, il ne mettait pas cette ceinture du Cage Warrior forcément comme une consécration spéciale dans sa carrière, mais il disait que c'était important dans la progression aussi pour la suite et pour marquer les esprits aussi de l'UFC. C'est peut-être de dire, moi, je suis champion, je suis là, je suis à dispo. Clairement, ça passe sur l'UFC Fight Pass. Il y a combien de champions du Cage Warrior qui sont partis à l'UFC? C'est la passerelle qui envoie le plus de combattants européens à l'UFC. Son manager
c'est le mec qui a le plus d'Européens à l'UFC. Qui est le boss du Cage Et le Warrior, boss du on Cage rappelle. Warrior, accessoirement. Donc, ouais, je pense que oui, de toute façon, peu importe la ceinture que tu as, tant que c'est pas une top organisation comme l'UFC, quoi qu'il arrive, tu vas penser à la Big League, comme on dit, à la Champions League du MMA, c'est-à-dire l'UFC. Donc, vraiment affronter les meilleurs au monde. Et Nico est sur le chemin. Hein. Je pense que là, c'est indéniable. Ils peuvent pas lui dire non, tu peux Ils peuvent pas pas signer. ignorer. Voilà, là, il a fait un statement. En plus, j'ai vu un truc tout à l'heure dans le chat sur Twitch. Si c'était un combat des Dana White Contender Series, Dana White se serait levé bien sûr. applaudi. Parce que c'est un scénario qui n'est pas commun. bien sûr. On aurait signé les deux, même. Ouais, voilà. Donc, ouais, franchement, bravo à Nico et on espère qu'il va être signé, qu'il va commencer 2026 avec une bonne nouvelle. T'as parlé un petit peu avec lui déjà ou pas, Arnaud? Non, j'ai pas parlé. On a beaucoup envoyé de blagues sur le groupe. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir son ressenti. Ouais. Le Blond, on lui a pas fait de cadeau au Cage Warrior. Il est rentré au Cage Warrior, on lui a donné un ancien champion. Il avait fait un très gros combat. Il avait mis une clé de cheville. La cheville c'était Sam Cressy. Elle avait craqué. Il avait perdu ce combat. Après, il a regagné par KO. Il est parti au MMA-GP, il est revenu. Et il a mis que des gros finishes face à des bons adversaires. Donc il mérite complètement d'être là. Il mérite vraiment, et c'est c'est une grosse série de victoires. Il est sur 7 victoires. Ouais. Donc combien de finishes 5, je crois. Donc c'est le profil que l'UFC prendre au aime sérieux. bien, Ouais. Surtout, quasiment tous les anciens champions du Cage Warrior signent à l'UFC. Je pense que Hack, c'est une de ces exceptions. C'était pas le bon prospect pour l'UFC parce qu'il est un peu plus âgé, il a déjà pas mal d'expérience. Je pense que ça faisait 5 ans qu'il était champion au Cage Warrior, quelque chose comme ça. Par contre, un profil comme Nicolas Leblond qui a secoué un petit peu cette hiérarchie. Alors, je sais que le Cage Warriors aime bien que les champions défendent au moins une fois leur ceinture avant de partir potentiellement vers l'UFC. J'aimerais bien qu'il affronte un autre mec que Hack pour justement refaire un gros statement et derrière partir à l'UFC. Ouais, ça peut être effectivement une bonne passerelle aussi pour lui. Je vous donne le prochain gros rendez-vous sur RMC Sport parce que on arrive vers la fin d'année, mais il y a encore un Français qui va combattre à l'UFC, évidemment, c'est Morgan Charrière. Le week-end prochain, ça se passe à Las Vegas pour un Fight Night à l'Apex. Morgan Charrière qui sera opposé au Brésilien Melquizael Costa. Ça aussi, c'est un fight qu'on a envie de voir. On a envie aussi de savoir, messieurs, si Morgan va arriver à enchaîner 2 victoires de rang à l'UFC parce que c'est un petit peu la marche qu'il n'arrive pas aussi à franchir, sachant qu'à chaque fois qu'il gagne, en plus, il y a bonus à la clé. Donc il sait Même pas. quand il perd, il y a un bonus. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est Mais qu'on il va ne sait pas avoir une gagner guerre, de voilà. façon non spectaculaire, Morgan. Donc c'est un combattant qui te plaît aussi. Tu connais bien cette KT. Ouais, Morgan, on s'est entraîné ensemble à l'époque au NR Fight. Ouais. Bah, lui aussi, il a pas eu un parcours facile pour rentrer à l'UFC. Et chaque combat, un bonus. Ouais. Donc voilà. Après, son adversaire, je connais pas trop, pas du tout même. Donc je peux pas trop m'exprimer là-dessus. C'est un gars qui est sur pas mal de cartes à ses côtés, Melquizael Costa, parce que c'est un personnage, il a un vitiligo, il a des teintures, il est très facilement identifiable et c'est un combattant qui adore la guerre, qui va à la Oui, finition. c'est un action fighter. Bah là, c'est 2 action fighters. Ouais. comme on dit. Exactement. C'est vraiment un combat pour faire kiffer la fin d'année, le dernier événement de l'année, ça va partir dans tous les sens. C'est un nom qui a identifié Costa et on sait à quel point c'est important aussi dans l'ascension de Morgan Charrière. On a hâte tout simplement parce que... En plus, tout ça sur RMC Sport, évidemment. C'est pas vrai. Bah si. Mais On est comme ça, on offre des petits combats sur RMC C'est Sport. fou, on est bien. Hein. Et puis après, on débriefera tout ça dans le Sunday. Du coup, Mais c'est pas vrai. dimanche, 22h30, c'est les rendez-vous. Magnifique. Merci beaucoup Arnaud d'être venu ce soir dans le Sunday. Merci de m'avoir invité. J'ai l'impression que tu es un peu une bible du MMA en fait. Tu connais tout, tu te rappelles de tout. Non, je regarde pas trop le MMA de temps en temps. C'est vrai. Non, là, je regarde, tu connais un les peu. anciens du Ouais. NR Fight Je ou regarde- alors les actuels du Je NR regarde Fight. surtout les gens que je connais. Moi, en ce moment, je regarde pas trop. Mais bon, ça me passionne. Ouais, on voit que tu es passionné par tout ça. Les gars, merci beaucoup. Merci On se Flora. retrouve la semaine prochaine, évidemment, 22h30, comme d'habitude. On va remercier tout le monde. Bah oui. On y va? Allez, merci tout le monde. Vas-y, je te laisse. Anthony Sterpini, Oscar en tête. Joss. Oscar Joss, Voilà. évidemment. Ensuite, Redouane Touta, Nathan Rochefort, Robin Travers, bien évidemment. je pense Sans qu'on qui a on fait ne à peu serait près pas le là. tour de deux. Et tous ceux qui participeront à notre cagnotte pour Tokyo. Dans nos cœurs, les amis. On va la lancer. Effectivement, merci à vous dans le chat aussi d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve la semaine prochaine, 22h30 le dimanche pour le Fighter Club Sunday. Ciao.